BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois celle qu'on surnomme parfois la femme la plus puissante de France et en même temps, j'espère que vous n'allez pas tomber dans ses bras. Hélène Bourboulou, bonsoir. Bonsour Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Vous êtes administratrice judiciaire. Vous avez créé FHB, qui est aujourd'hui le plus grand cabinet justement d'administrateurs judiciaires. La madame des faillites, puisque vous, c'est un tout petit peu votre spécialité, pour pas dire complètement votre spécialité. Vous avez géré EuropaCorp. Chaque fois, on le rappelle, mais comme ça permet de bien situer. Solocal, Espace Jaune, la TECOR, Orpea. La ARPA, ça vient de sortir et c'est pas encore complètement fini. Et maintenant, vous avez un bout de casino aussi. Et on voit bien qu'on est dans un contexte où il y a une progression quand même assez forte des défaillances d'entreprises. Alors, les questions que je vais vous poser, c'est de savoir un peu comment vous voyez le paysage, justement. Est-ce qu'il y a plus de défaillances? Dépôt de bilan, procédure collective, les secteurs les plus touchés, remboursement de PGE, etc. Juste un petit peu d'actualité quand même sur Orpea, le dossier il en est où ? On est dans la phase donc de mise en œuvre du plan, le plan qui a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre au début de l'été, avec un aléa qui restait à lever, qui était important, qui était un recours qui avait été intenté à l'égard de la décision de l'AMF sur la dérogation à une offre publique d'achat. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision et a confirmé la dérogation consentie par l'AMF. Oui. Et donc là, nous sommes dans la phase des augmentations de capital qui étaient prévues et qui doivent conduire à l'apport en numéraire des investisseurs et la conversion en capital des dettes. Donc ça veut dire que bientôt le dossier il va sortir de chez vous. En tout état de cause, moi, ma mission a pris fin. On est dans la phase de mise en œuvre. C'est un commissaire à l'exécution du plan qui accompagne Orpea et je n'ai plus de mission pour ma part dans le dossier. Alors sur le dossier Casino, parce que vous n'y étiez pas et maintenant vous y êtes un peu, parce qu'en fait vous avez été dans le dossier Rallye en son temps, donc la holding de tête. Donc vous n'avez pas le droit d'être dans la restructuration de Casino, mais en même temps vous êtes en charge maintenant de la mise en œuvre. Ça veut dire peut classer les différents créanciers. Je comprends en effet que c'est un peu complexe pour le grand public de comprendre tout ça. Il se trouve qu'il y a quelques années, Rallye avait engagé un réaménagement de sa dette financière et nous étions nommés avec mon confrère Abitbol comme administrateur judiciaire pour mettre en œuvre ce plan. La loi prévoit que lorsqu'on est ensuite désigné commissaire à l'exécution du plan, on ne peut pas être conciliateur d'une filiale. En revanche, au moment post-conciliation, les créanciers ont trouvé un accord. La société a sollicité une procédure de sauvegarde accélérée qui, elle, prévoit en revanche, au sein d'un groupe, qu'il y ait au moins un acteur commun avec la société du haut. Donc nous sommes là uniquement pour faire voter les créanciers en classe et appliquer en fait l'accord de restructuration trouvé. Vous connaissez le montant exact de la dette ou pas de Casino? Alors c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aussi facilement que ça parce que toutes les dettes en plus ne sont pas affectées. La vertu de la sauvegarde accélérée, c'est que l'on peut choisir la typologie des créanciers qui sont affectés. Donc il n'y a pas les créances fournisseurs, il n'y a pas les créances correspondant à des contrats d'exploitation, vous n'avez pas les leasing par exemple, et donc vous avez une cascade de dettes réparties dans toutes les sociétés et toutes les sociétés ne sont pas concernées par la sauvegarde. Donc ça va bien au-delà du paysage que l'on répand dans les médias. Est-ce que vous savez si le siège de Casino va rester à Saint-Étienne? Vous savez ça parce qu'il y a une restructuration visiblement. Le contraire n'a absolument pas été annoncé. Jusque-là, le plan tel qu'il était prévu, ça reste un plan d'une entreprise qui va vivre sa vie dans un contexte qu'on est bien mouvementé, mais rien aujourd'hui ne permet de dire le contraire. Est-ce qu'on est vraiment passé pas loin du tout? C'est toujours le cas quand on a une grosse dette et qu'elle devient exigible parce qu'on ne respecte pas certains covenants financiers, certains ratios, à tout moment, on peut se retrouver en faillite. Les créanciers, me semble-t-il, ont anticipé. Cityscoop, vous êtes sur Cityscoop. Alors là, je m'adresse plutôt à des Parisiens. C'est vrai qu'on aime bien Cityscoop. Le dossier chez vous? C'est un de mes associés, effectivement, qui traite ce dossier. Donc, il est à l'image de beaucoup de sociétés un peu start-up, de la nouvelle économie, qui rencontrent des difficultés aujourd'hui. C'est aussi le cas de Cityscoop. Vous avez beaucoup de dossiers de la nouvelle économie qui n'arrivent plus à lever de l'argent. On en parle souvent ici, bien sûr, sur le plateau de BFM Business. Pour vous, c'est presque votre préoccupation numéro 1. En tout cas, c'est un phénomène très nouveau.
C'est un phénomène très nouveau et c'est un phénomène sur lequel on n'a pas beaucoup d'outils en fait, parce que ces sociétés, elles ne sont pas à maturité, elles ne sont pas profitables, elles sont en perte, mais non seulement elles sont en perte, ça on peut avoir l'habitude dans les entreprises en difficulté, mais elles n'ont pas d'autres actifs que leur propriété intellectuelle et leur modèle consiste à lever de l'argent très régulièrement sans aller en général jusqu'au bout du besoin financier jusqu'au break-even, et donc elles sont en levée de fonds régulière. À partir du moment où les marchés se ferment, depuis juin 22, on voit apparaître ces entreprises qui ont un horizon de survie en procédure collective, c'est-à-dire en redressement judiciaire, qui est quand même très court. Oui, là, par exemple, vous voyez, il y a combien de dossiers dans la tech? Parce que la tech, là, elle est vraiment en difficulté. Alors, c'est difficile de répondre. D'abord, pourquoi? C'est parce que les généralités, c'est toujours difficile, c'est sur tout le territoire et ces dossiers sont beaucoup en procédure amiable. Et vous savez, les procédures amiables, c'est des procédures confidentielles. Donc, moi, actuellement, je m'occupe d'une dizaine de dossiers, dont certains peuvent être assimilés à des entreprises de la tech ou en tout cas des start-up. La plupart sont dans des procédures amiables. Elles sont confrontées à des levées de fonds qui tardent. Oui. Donc là, pour vous, c'est vraiment une nouveauté, mais c'est un phénomène. Hein. Vous avez dit, je cite vos mots parce qu'il faut être toujours prudent. Oui, je le trouve. Et puis, il faut qu'on apporte des solutions nouvelles parce que ces sociétés n'auront parfois pas d'autre solution que de se céder très vite. Alors, c'est pas un gros problème pour les créanciers. Pour quelle raison? Parce que elles n'ont pas vraiment de dette d'exploitation, sauf les 2 mois qui précèdent la défaillance. Sinon, tous les financiers qui ont investi savaient que ce sont des investissements à risque. Donc, ça ne crée pas les problèmes en chaîne que l'on peut voir. En revanche, on a des investissements avec des actifs immatériels qui risquent de disparaître en moins de temps avec le licenciement des salariés qui les exploitent. Or, en liquidation judiciaire, cela va très très vite. Oui, justement, comment est-ce que vous voyez le paysage? D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie hausse des défaillances d'entreprises? 52 695, c'est le dernier chiffre, ça fin octobre, ce qui est beaucoup plus que fin octobre sur 12 mois, c'est beaucoup plus que, enfin, c'est pas beaucoup plus, c'est 1000 de plus qu'avant. On voit bien que on retrouve des niveaux, voire plus, d'avant Covid. Oui, ça c'est indéniable. Et puis surtout, si vous regardez un peu plus finement les chiffres, on va se rendre compte qu'il y a même plus de redressement judiciaire et de sauvegarde que de liquidation judiciaire en termes de croissance de défaillance. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'entreprises sauvables, ce qui veut dire que ce sont des entreprises avec plus de consistance. Si je prends uniquement les chiffres chez FHBX, c'est-à-dire nous sommes associés sur tout le territoire, donc je pense qu'on reflète un peu le paysage général. J'ai regardé mes chiffres juste avant de partir pour vous donner des données récentes. 538 redressements judiciaires ou sauvegardes à fin octobre versus 308 à même date l'année dernière. Pour ma part, 100 redressements judiciaires ou sauvegardes à fin octobre versus 28 l'an passé à fin octobre. Donc, on a. Donc ça veut dire qu'il y a plus de défaillances, mais en même temps, on voit qu'il y a plus à négocier, quoi. Alors, effectivement, on a également le même mouvement sur les procédures de prévention amiables, que ce soit conciliation ou mandat ad hoc. Donc, on a des entreprises surendettées. Donc on peut penser que les outils dont on dispose pour réaménager la dette peuvent répondre à la demande. Sauf que on a des nouveaux outils, mais que les acteurs ne se sont pas encore appropriés. Donc, typiquement, la culture en France, c'est de considérer que la procédure collective, y compris redressement judiciaire, c'est finalement l'antichambre de la liquidation judiciaire, ce que nos homologues européens ne considèrent pas du tout de la même manière, puisque chez eux, les procédures de prévention sont les procédures de prévention de la liquidation judiciaire. Et donc, le redressement est considéré comme une solution de sauvetage. Donc, ça a pour effet d'avoir comme interlocuteur, notamment dans les petites entreprises, et je mets dans les petites entreprises jusqu'à 500 personnes, non pas les services d'affaires spéciales des banques qui sont un peu sophistiqués, habitués, techniques, services de contentieux, qui est donc sur une logique très différente, très provision. Puis après tout, le PGE, c'est un peu un billet extrêmement dangereux. Si un établissement bancaire peut percevoir immédiatement 90% à travers la garantie de l'État, il est très compliqué de l'inciter à accompagner pendant plusieurs années. Alors, il faut qu'il le fasse, bien sûr, puisqu'il ne perdra pas le bénéfice de la garantie. Parce que la garantie de l'État, il faut le dire, est maintenue lorsqu'il y a des procédures collectives. Lorsqu'il a un doute, il est plutôt tenté de pousser au dépôt de bilan plus qu'à une procédure de sauvegarde. Ce qui a pour effet de donner beaucoup d'importance aux créanciers publics. Car les créanciers publics, URSSAF, Trésor public, sont des créanciers dits privilégiés. Tout le monde sait qu'ils ont des avantages, des privilèges généraux. S'ils votent favorablement un plan dans une petite entreprise dont la valeur liquidative est très faible, alors leur vote positif peut avoir pour effet de forcer le vote de créanciers de rang plus junior. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer, à mon avis, d'un monde très binaire qui est soit je rembourse 100% de mes dettes, éventuellement sur 10 ans,
Si j'y arrive pas, je vais au plan de cession et là je rembourserai rien, ce qui est quand même un peu dommage. Avec les nouveaux outils qui sont les outils par les classes de parties affectées, où on peut raisonner par rang de créanciers. On peut couper un peu en rondelles, si vous me permettez. Exactement, et alléger le passif. Oui. Mais les acteurs ne sont pas encore tout à fait matures pour les utiliser facilement. C'est des outils qu'on manie bien sur Orpea, sur Casino, parce que c'est de la dette financière très structurée. Dès qu'on va sur des PME opérationnelles, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire quand même que, les banques, elles ont un peu un drôle de jeu, quoi, en ce moment? Alors, oui, c'est vrai. Les banques d'abord ont pris l'habitude pendant la période Covid d'être au soutien des entreprises en dispensant les PGE. Oui. Enfin, au passage, leurs propres engagements ont été recyclés d'une certaine manière, puisque cette manne financière a permis de les rembourser à bonne date. Alors, c'est une bonne chose qu'on ait gardé un système bancaire solide, mais enfin, il faut aujourd'hui accompagner les entreprises et on est sur la deuxième phase. Oui. Et là, ils ne renvoient pas beaucoup la balle. Ils font le boulot, mais il faut être vigilant et il faudrait surtout avoir des acteurs sur les PME qui soient en capacité d'accompagner. Or, les services bancaires sur les entreprises en difficulté sont relativement étroits. Il n'y a pas assez d'acteurs qui les accompagnent. Or, on ne parle pas des gros dossiers de la place. Je parle des PME. Oui. Sur les PME, il faut qu'on utilise les outils. Est-ce que, puisque c'est la semaine de l'industrie, est-ce que vous voyez beaucoup de PMI, justement, dans l'industrie, de sociétés un peu au tapis? Il suffit de taper sur Google, j'ai tapé là juste avant dépôt de bilan, il y a quand même... Il y a des pages entières. Donc, Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on retrouve des doubles pages dans les annonces et les appels d'offres. Les secteurs, j'ai évoqué tout à l'heure les startups, le retail encore et toujours. Et si vous regardez, malheureusement, le mois de septembre a été terrible. On va trouver tout le secteur en lien avec l'immobilier au sens large. Donc ça peut être très financier, des foncières, ça peut être très opérationnel, comme des sociétés du bâtiment, d'électricité. Alors des PME de 50 à 500, c'est quand même beaucoup. On peut trouver des entreprises de construction, des promoteurs. Donc le secteur immobilier est un secteur qui en ce moment est sous vigilance. Alors c'est aussi un secteur qui se prête bien à la restructuration financière parce que l'immeuble est là, il ne va pas partir. Si on accompagne avec le temps, on peut accompagner un mouvement. Oui, mais encore faut-il très endetté, volonté. Et puis très endetté surtout, vous savez que ces restructurations se fondent souvent sur la valeur. Mais la valeur en matière immobilière, elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 3 ans et elle sera encore différente dans 5. Alors que l'actif est le même. Ouais. Et là, vous en voyez de plus en plus. Oui, très clairement, on a des dossiers, que ce soit en négociation amiable, y compris en procédure collective. Dans la construction au sens large, ces dossiers sont nombreux. Oui. Agence immobilière ? Ou c'est trop petit pour vous, peut-être? Non, parce qu'on traite absolument tous les dossiers. On n'a pas encore ces dossiers. N'oubliez pas que les agences immobilières ont une caractéristique, c'est que leur portefeuille de chiffre d'affaires est assez élevé parce que les commissions sont engrangées, mais ne sont perçues que lorsque le notaire signe l'acte. Donc vous avez un temps d'absorption d'une baisse d'activité qui est un peu plus fort. Mais tous les professionnels de l'immobilier le disent, le nombre de ventes a clairement chuté. Dans le textile, on a vu le mois de septembre a été meurtrier. Je dirais tous les grands noms, j'ai envie de dire, de mon enfance, ça y est, ils sont tous au tapis. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Alors, clairement, il y a un enchaînement de conjonctures et quand la conjoncture est systématiquement mauvaise, ça veut dire qu'il faut changer un modèle. Et il faut que durablement, ces entreprises arrivent à absorber la conjoncture. Si on prend la conjoncture des 5 dernières années, bien avant Covid, on a vu, je le rappelle, grève, gilets jaunes, Covid, regrève, émeutes et une inflation terrible avec un transfert plus complexe sur les prix de revente, alors même que les pouvoirs d'achat de tout le monde est limité. Et enfin, le phénomène météorologique. Donc septembre a été catastrophique sur tout le secteur, y compris les enseignes de luxe ont ressenti pour une fois cette baisse-là, sans qu'évidemment ce soit ça les mette en risque. Donc problème clairement sur l'inflation, problème également de réduction de voilure pour s'adapter à des nouveaux modèles de consommation, problème de probablement renouvellement plus général, et donc certaines enseignes s'en sortent très bien aussi. Donc on est sur une phase de transition. Vous avez des gros dossiers là actuellement chez vous? Alors, et est-ce que vous croulez sous les dossiers? Oui, on d'abord, croule sous les dossiers. Merci d'être là parce que je sais que c'est. Non, mais vous m'avez dit j'ai pas dormi là depuis très très longtemps parce que ça veut dire que vous êtes sur des gros dossiers. Est-ce que pas forcément, mais ils sont nombreux tous les dossiers. Il n'y a pas de petits dossiers et de gros dossiers. Chaque dossier marque la personne qui a sa tête et ses actionnaires et ses créanciers, ses salariés pour toute la vie, quelle que soit sa taille. Mais oui, ils sont nombreux. Ils sont plus complexes parce que au cours des périodes, j'allais dire de traitement, on est comme un peu dans la médecine, on a des mésaventures. Donc il y a beaucoup d'opérations de tentatives
tentatives de rapprochement, de M&A, de cession de branches, de fermeture. Et puis, au dernier moment, on se retrouve le bec dans l'eau. Donc, il y a beaucoup d'imprévus dans les dossiers. Ouais. Et de par évidemment de par votre poids et votre puissance, Hélène Bourboulou, vous avez un peu l'oreille de tout le monde, l'oreille de Bercy notamment. Est-ce que souvent vous êtes obligé d'aller piquer un coup de gueule à Bercy en disant attendez là il y a un banquier, il fait n'importe quoi, c'est pas possible? Alors Bercy intervient dans beaucoup de dossiers. Dès qu'il y a 400 personnes, l'État est partie prenante. Il peut être partie prenante parce qu'il est lui-même créancier. Il peut être partie prenante parce qu'il y a des enjeux de sauvetage d'emploi ou de sauvetage industriel. Donc oui, le CIRI en particulier est présent sur très nombreux dossiers. Ils n'ont pas besoin qu'on les incite à de temps en temps ruer dans les brancards. On voit bien des rapports de force post-Covid entre l'État créancier public et les banques, chacun demandant un effort à l'autre. Et il n'est pas dans la culture de l'État de considérer que les charges publiques et la fiscalité sont des variables d'ajustement. Ce sont des charges courantes de l'entreprise. On a ça en tous les cas quand on parle avec les banquiers d'affaires qui, effectivement, faute de fusion-acquisition, sont beaucoup sur la restructuration de dettes. On en parlait un petit peu à propos de Casino, puisque vous êtes en charge de cette restructuration, de cette mise en œuvre. C'est vrai qu'il y a un jargon toujours assez juridique. Est-ce que vous voyez de plus en plus de restructuration de dettes? Effectivement, hausse des taux d'intérêt, donc effet ciseaux, quoi. Alors, il y en a quelques-unes qui ont déjà été restructurées dans les dernières années. Je pense à tout le secteur aéro que vous avez cité tout à l'heure. Donc, c'est l'acte de foi sur les business plans. Donc, des marges de manœuvre ont été inclus dans ces business plans et dans les accords avec les banques. On voit quand même beaucoup de demandes de waiver. On voit des reports du temps qui est donné. On ne voit pas encore significativement des conversions de dette en capital. Et les négociations futures vont consister à probablement alléger les bilans et négocier des retours à meilleure fortune avec des clauses soit de complément de prix quand ce sera des paiements de créances, soit tout simplement une partie de l'equity et du capital qui devra changer de main et aller être partagé avec les créanciers. Est-ce que vous êtes sur Atos, sur le dossier très très compliqué d'Atos, le feuilleton Atos? Alors, je suis auxiliaire de justice. Alors si je dis oui, je trahis mon serment. Si je dis non, je vous donne une information. Mais non, je ne suis pas dessus. Donc vous avez au moins une information. C'est peut-être chez personne ou chez un collègue, mais c'est pas chez moi. D'accord, ok, sans doute chez personne encore. Juste en conclusion, est-ce que pour vous 2024, ça va être mieux que 2023 ou ça va être pire que 2023? Il faut être très vigilant. J'ai pas cité un secteur tout à l'heure qui est un secteur très sensible, qui est le médico-social. Le phénomène Orpea, on l'a attribué à un phénomène de perte de confiance et de perte de crédit à la suite de la diffusion du livre des Fossoyeurs. Malheureusement, le secteur, il est beaucoup plus durablement affecté, et y compris avec le monde associatif. Dans le monde associatif, on n'a pas de réserve, on a rarement des banques, et là, on a des personnes fragiles au bout de la chaîne. Donc, on a une responsabilité de l'acteur public encore plus forte, puisqu'il ne s'agit pas de maintenir de l'emploi. Il s'agit de maintenir des vies. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Bourboulou. Merci, et on vous laisse parce que là, maintenant, vous êtes aussi présente d'HEC au féminin. C'est le Grand Prix HEC au féminin. Défendre les femmes et l'égalité homme-femme. Merci beaucoup, Hélène Bourboulou, d'avoir pris le temps de venir ici sur BFM Business.